Disparaissez de nos vies. Ce furent les mots que ma belle-fille me lança avant de claquer la portière et de me laisser là, seule, à la gare de Fontainebleau. 40 kilomètres de chez moi, sans argent, sans téléphone portable, rien d'autre que le manteau léger que je portais ce matin froid de novembre. Je suis restée là, debout sur le trottoir, tremblante, pas seulement de froid, de choc, d'humiliation, d'une douleur si profonde qu'elle n'avait même pas de nom. Et puis, une Mercedes noire s'est arrêtée devant moi. La vitre descendit lentement. Un homme aux cheveux grisonnants, aux yeux clairs, costume impeccable. Il me regarda avec une expression qui mêlait inquiétude et reconnaissance. « Madame, puis-je vous aider ?» Quand nos regards se croisèrent, quelque chose changea sur son visage. Il fronça les sourcils, inclina la tête. Et puis, dans un murmure presque incrédule, « Colette ?» Personne ne m'avait appelé ainsi depuis 40 ans. Je m'appelle Colette Moncler. J'ai 61 ans. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Tout a commencé 3 semaines avant ce jour à la gare. Je vivais seule dans un petit appartement à Melun, dans un immeuble ancien, mais digne, avec des fenêtres qui donnaient sur une cour intérieure remplie d'hortensias. Nous étions en novembre 2024. L'automne se terminait et les feuilles tombaient en silence, comme tout dans ma vie ces dernières années. Mon fils Mathieu avait 36 ans. Marié depuis 8 ans à Mirella, une femme qui m'avait toujours traité avec une politesse glaciale, comme on salue un inconnu dans l'ascenseur. Ils habitaient à Paris, dans un grand appartement du 10e arrondissement. Mathieu travaillait comme ingénieur dans une entreprise de technologie. Mirella était avocate d'affaires. Ils gagnaient bien leur vie, vivaient bien. Et moi, j'étais la mère qui appelait 1 fois par semaine et recevait des réponses monosyllabiques. La grand-mère qui ne fut jamais appelée grand-mère, parce qu'il n'avait là pas d'enfant, et selon Mirella, n'en avait pas l'intention pour le moment. Mais j'essayais. Dieu sait comme j'essayais. J'appelais pour les anniversaires. J'envoyais des cadeaux à Noël. Je proposais mon aide quand Mathieu mentionnait un problème au travail. Je n'étais jamais envahissante. Je n'exigeais jamais de visite. J'existais simplement à la périphérie de sa vie. Jusqu'à ce mardi matin, 26 novembre. Mathieu m'appela. Sa voix était différente, presque amicale. « Maman, on peut passer chez toi cet après-midi ? Mirella et moi, on voudrait te parler. » Mon cœur s'emballa. Parler ? Il ne voulait jamais parler. Est-ce que Mirella était enceinte ? Est-ce qu'ils allaient me demander d'être plus présente ? J'ai passé toute la matinée à nettoyer l'appartement. J'ai acheté des croissants à la boulangerie du coin, ceux que Mathieu adorait quand il était petit. J'ai fait du café frais. J'ai mis des fleurs sur la table du salon, des chrysanthèmes blancs, les seuls que j'avais trouvés au marché. Quand la sonnette retentit à 15 heures, j'étais nerveuse comme une adolescente avant son premier rendez-vous. J'ai ouvert la porte en souriant. Mathieu entra sans m'embrasser. Mirella entra derrière lui avec ce regard que je connaissais bien, froid, évaluateur, comme quelqu'un qui inspecte un bien immobilier avant de décider s'il vaut la peine d'acheter. « Bonjour Colette », dit-elle. Elle ne m'avait jamais appelée belle-mère, toujours Colette, comme si j'étais une vague connaissance. « Bonjour Mirella. Mathieu, mon chéri, entrez, entrez. J'ai fait du café, j'ai acheté des croissants. On ne va pas rester longtemps, » m'interrompit Mathieu. Quelque chose se glaça en moi. Nous nous sommes assis dans le salon, eux sur le canapé, moi dans le fauteuil en face. Mirella croisa les jambes, ajusta son sac Hermès sur ses genoux. Mathieu regardait le sol. « Maman, commença-t-il, il faut qu'on parle de cette situation ? » « Situation ?» répétai-je, confuse. Mirella soupira, impatiente. « Colette, soyons directs. Vous appelez toutes les semaines. Vous envoyez des messages. Vous débarquez sans prévenir quand vous venez à Paris. Je ne suis venue que 2 fois cette année, murmurai-je. Et j'avais prévenu, peu importe, coupa-t-elle. Le point, c'est que vous êtes étouffante. Le mot tomba comme une gifle. Étouffante. Je regardais Mathieu, espérant qu'il protesterait, qu'il dirait qu'elle exagérait, qu'il me défendrait. Il continua à regarder le sol. Mirella et moi, on construit notre vie, dit-il doucement. Et on a besoin d'espace, répétai-je, mécaniquement. Oui, confirma Mirella, comme si elle concluait une transaction. Rien de personnel, Colette, mais vous devez comprendre que votre présence constante est compliquée pour nous. Présence constante, un appel par semaine, 2 visites en 12 mois. C'était cela, une présence constante? Ma gorge était sèche, ma voix sortit fine, faible. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mathieu me regarda enfin, et à cet instant, je vis. Il n'était pas mal à l'aise d'être là. Il était mal à l'aise parce qu'il savait que ce qu'il allait dire était cruel. Mais il allait le dire quand même. On pense qu'il vaut mieux que tu prennes tes distances, que tu n'appelles pas autant, que tu ne viennes pas, qu'on puisse vivre notre vie. Pendant combien de temps? Demandai-je, ma voix tremblant.
Mirella et Mathieu échangèrent un regard. Indéfiniment, répondit-elle. Silence. L'horloge murale marquait 15h15. Dehors, un enfant criait en jouant dans la cour. Le café refroidissait sur la table, les croissants intacts. Vous êtes venu jusqu'ici, dis-je lentement, pour me dire que vous ne voulez plus que je fasse partie de votre vie. Ce n'est pas ça, commença Mathieu, mais Mirella l'interrompit. C'est exactement ça. Elle se leva, ajustant son manteau de laine camel. Vous avez eu votre vie, Colette. Vous avez élevé votre fils. Maintenant, laissez-le vivre la sienne. Sans vous. Mathieu se leva aussi. Il ne me regarda pas dans les yeux. Désolé, maman, murmura-t-il. Mais ce n'était pas de vraies excuses. C'était juste un mot que les gens disent quand ils veulent clore une conversation gênante. Ils partirent. La porte se referma. Et je restais là, assise dans le fauteuil, regardant les croissants que personne n'avait mangés. J'ai passé 3 semaines dans un silence presque absolu. Je n'ai pas appelé Mathieu. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai obéi. Mais la douleur n'obéissait pas. Elle se réveillait avec moi chaque matin, lourde comme une pierre sur la poitrine. Où avais-je échoué? Avais-je été trop mère? Pas assez mère? Je passais les nuits à revisiter les souvenirs. Mathieu enfant, tenant ma main sur le chemin de l'école. Mathieu adolescent, riant dans la cuisine pendant que je faisais des crêpes. Mathieu adulte, m'embrassant le jour de sa remise de diplôme. Quand avait-il arrêté de m'embrasser? Quand étais-je devenue une gêne? Le 20 décembre, un vendredi, mon téléphone sonna. C'était Mathieu. Mon cœur bondit. Peut-être avait-il réfléchi. Peut-être que Noël. Maman, on peut venir te chercher demain matin? Sa voix était neutre, ni chaleureuse, ni froide. Me chercher? Pourquoi faire? Mirella a trouvé une maison de retraite sympa, pas trop loin de Paris. On voudrait que tu la visites. Le monde s'arrêta. Maison de retraite. J'avais 61 ans. J'étais en parfaite santé. Je marchais 5 kilomètres par jour. Je cuisinais, je lisais, je prenais soin de mon appartement. Mathieu, je n'ai pas besoin de... Maman, c'est mieux pour tout le monde. Tu seras entouré. Tu te sentiras moins seul. Comme si le problème était ma solitude, pas leur abandon. Je ne veux pas aller dans une maison de retraite, dis-je fermement. Silence de l'autre côté. Puis, la voix de Mirella en arrière-plan. Laisse, elle comprendra. Le lendemain matin, à 10h, la sonnette retentit. J'ouvris. Mathieu et Mirella. Lui, mal à l'aise, elle déterminée. On va juste visiter, maman. Après, tu décides. Je ne voulais pas y aller. Mais quelque chose en moi, cette vieille habitude de ne pas faire de vagues, de ne pas contrarier, me fit hocher la tête. Nous sommes montés dans leur voiture. Une Audi grise, propre, froide. Mirella conduisait. Mathieu était assis à côté d'elle. Moi, à l'arrière, comme une enfant. Nous avons roulé en silence pendant 40 minutes. Puis, Mirella prit une sortie. Pas vers Paris, vers Fontainebleau. Ce n'est pas la direction de Paris, dis-je doucement. On fait un détour, répondit Mirella sans me regarder. Nous sommes arrivés devant la gare de Fontainebleau. Mirella se gara, coupa le moteur. Descendez, Colette. Mon cœur commença à battre trop fort. Pourquoi? Descendez, répéta-t-elle. Je regardais Mathieu. Il fixait ses mains. Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Il ne répondit pas. Je descendis. Mirella descendit aussi. Ouvrit le coffre, sortit mon sac à main, le posa par terre. Qu'est-ce que vous faites? Ma voix tremblait. Mirella me regarda. Ses yeux étaient durs, froids, vides d'humanité. Disparaissez de nos vies, Colette. Elle remonta dans la voiture. Mathieu ne bougea pas, ne me regarda pas. La voiture démarra, et ils partirent. Je restais là, debout, devant la gare, un vendredi matin de décembre, le ciel gris, le vent froid, mon sac à main à mes pieds, mon téléphone et mon portefeuille à l'intérieur de la voiture. 40 kilomètres de chez moi, aucun moyen de rentrer. Les gens passaient, personne ne me regardait. J'étais invisible, abandonné. Et c'est là, alors que je sentais mes jambes trembler, que la Mercedes noire s'arrêta. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne le méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. La vitre de la Mercedes était descendue. L'homme me regardait avec une intensité qui me troubla. « Colette ?» répéta-t-il, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Ma gorge était nouée. Mes jambes tremblaient encore du choc de ce qui venait de se passer. Il descendit de la voiture. Grand, élégant. La soixantaine bien portée. Costume anthracite, chemise blanche impeccable, chaussures cirées. Tout en lui respirait la réussite, le confort, une vie bien différente de la mienne. « Mon Dieu, c'est vraiment vous !» murmura-t-il en s'approchant. Je reculai instinctivement. Je ne... Colette Rousseau, dit-il doucement. Du lycée Charlemagne. Promotion 1982. Mon nom de jeune fille. Le lycée où j'avais passé mes années d'adolescence. Une époque que j'avais presque oubliée.
Je le regardais vraiment pour la première fois. Les yeux clairs, les traits fins, ce sourire légèrement de travers qui... Séraphin, soufflai-je. Son visage s'illumina. Vous vous souvenez? Comment aurais-je pu oublier? Séraphin Duchamp, le garçon timide qui s'asseyait 2 rangs derrière moi en cours de philosophie. Celui qui m'avait prêté son parapluie un jour de pluie en octobre 1979. Nous avions 16 ans. J'avais oublié le mien à la maison, et il m'avait tendu le sien sans un mot, puis était parti en courant sous l'averse. Le lendemain, je lui avais rendu son parapluie avec un mot de remerciement. Il avait rougi jusqu'aux oreilles. Nous avions commencé à nous parler. D'abord de cours, puis de livres, puis de tout. Séraphin aimait Camus et Sartre. Je préférais Colette et Beauvoir. Nous passions des heures dans le jardin du Luxembourg, assis sur un banc, près de la fontaine Médicis, à débattre de philosophie et de liberté. Il rêvait de partir, de créer quelque chose, de ne pas finir comme son père, comptable fatigué qui rentrait tous les soirs à 18h, pile avec la même expression résignée. « Je veux construire, Colette », me disait-il, « pas juste exister. » Et moi, je l'écoutais, fasciné par sa passion, par cette lumière dans ses yeux quand il parlait de l'avenir. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, 2 années douces, simples, innocentes. Promenade le long de la Seine, cinéma le samedi après-midi, premier baiser sous les marronniers de la place des Vosges. Il m'offrait des livres, je lui faisais des gâteaux. Nous parlions de tout sauf de l'avenir, parce que l'avenir nous semblait encore si loin. Puis, en juin 1982, juste après le baccalauréat, son père mourut subitement. Crise cardiaque, 53 ans. Séraphin changea du jour au lendemain. Il fallait qu'il parte, me dit-il, qu'il aille à Lyon, où son oncle possédait une petite entreprise de transport. Il fallait qu'il gagne sa vie, qu'il aide sa mère. Et nous, avais-je demandé, le cœur serré. Je reviendrai te chercher, promit-il, dès que j'aurai quelque chose à t'offrir, dès que je serai quelqu'un. Il partit en juillet. Nous nous sommes écrits pendant 6 mois, des lettres longues, pleines de projets et de promesses. Puis, les lettres s'espacèrent. Puis, elles s'arrêtèrent. En février 1983, je reçus une dernière lettre, brève, froide presque. Colette, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête de se mentir. Nos vies vont dans des directions différentes. Je te souhaite d'être heureuse. Séraphin. J'avais 19 ans. J'avais pleuré pendant des semaines. Puis la vie avait continué. J'avais rencontré Philippe, un homme gentil, stable, prévisible, professeur de mathématiques. Nous nous étions mariés en 1985. Mathieu était né en 1988. Philippe était mort dans un accident de voiture en 2007. Mathieu avait 19 ans. Il venait de rentrer à l'université. Et moi, à 43 ans, je m'étais retrouvée veuve. « Qu'est-ce que vous faites ici, Colette ?» demanda Séraphin, ramenant mon esprit au présent. Je regardais autour de moi, la gare, le parking désert, le ciel gris. Ma voix se brisa. Il fronça les sourcils, inquiet. « Vous allez bien? Vous êtes toute pâle ?» Je n'allais pas bien. Je tremblais. Le choc de l'abandon commençait à me rattraper. Les jambes qui flanchaient, le souffle court. Je crois que je vais... Le monde bascula. Je me réveillais dans la Mercedes. Assise sur le siège passager. La chaleur du chauffage sur mon visage. Une couverture en cachemire sur mes épaules. Séraphin me regardait avec une expression préoccupée. « Restez tranquille. Vous avez eu un malaise. » Où sommes-nous? Toujours à la gare. Je n'ai pas osé vous emmener quelque part sans votre accord. Il me tendit une bouteille d'eau. Buvez. Je bus. L'eau froide me fit du bien. Merci, murmurai-je. Nous restâmes silencieux un moment. Puis il demanda doucement, « Que s'est-il passé, Colette ?» Je fermai les yeux. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas revivre cette humiliation. Mais quelque chose dans sa voix, une gentillesse sincère, sans jugement, me fit céder. « Mon fils, dis-je lentement, et sa femme, ils m'ont laissé ici. » Laissé? Ils sont venus me chercher ce matin, sous prétexte de visiter une maison de retraite. Et puis, ma voix trembla. Ils se sont arrêtés ici, ont sorti mon sac, et sont repartis. Le silence qui suivit était lourd. « Votre téléphone ?» demanda-t-il finalement, dans la voiture, avec mon portefeuille. « Mon Dieu !» Il serra le volant, les mâchoires crispées. « Pardon, dit-il, ce n'est pas ma place de... Mais quel genre de personne fait ça à sa propre mère ?» Je ne répondis pas. Quelle réponse y avait-il? « Vous habitez où ?» demanda-t-il. « Melun, je vous ramène. »« Non, je ne veux pas vous déranger. Colette. » Il me regarda droit dans les yeux. « Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. » Il y avait quelque chose dans son regard. Pas de la pitié, de la colère. Une colère pour moi, contre ce qui m'avait été fait. « D'accord, » murmurai-je. Il démarra. Nous roulâmes en silence pendant les premières minutes. Puis, Séraphin demanda, « Vous vivez seul ?»« Oui, mon mari est décédé en 2007. Je suis désolé. C'était il y a longtemps. Ça ne rend pas les choses moins difficiles. » Il avait raison.
Et vous? Demandai-je. Vous êtes marié? Non. Jamais? Non. Je le regardais surprise. Pourquoi? Il sourit, un sourire triste. Je suppose que je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Ou peut-être que j'ai arrêté de chercher. Le travail a pris toute la place. Vous faites quoi? Transport et logistique. J'ai repris l'entreprise de mon oncle à Lyon. Je l'ai développée. Aujourd'hui, on travaille dans toute l'Europe. Vous avez réussi, dis-je doucement. Matériellement, oui. Il marqua une pause. Mais parfois, je me demande ce que j'ai sacrifié pour ça. Nous arrivâmes à Melun 20 minutes plus tard. Je lui indiquai l'immeuble. Il se gara devant. Vous voulez que je monte avec vous? Pour être sûr que tout va bien? Non, ça ira, merci. Vraiment. Je descendis, puis me retournai. Séraphin, comment vous m'avez reconnu? Après toutes ces années, il sourit. Vos yeux, Colette. Vous avez toujours eu les mêmes yeux. Je montai chez moi, refermai la porte, m'appuyai contre elle. Et là, enfin seule, je me mis à pleurer. Pas seulement à cause de Mathieu et Mirella, mais à cause de tout. De toutes ces années où j'avais essayé d'être une bonne mère, une bonne belle-mère. De toute cette solitude que j'avais cachée derrière des sourires polis et des « ça va, merci ». Je pleurais aussi pour la jeune fille que j'avais été, celle qui croyait que l'amour suffisait, que les promesses tenaient. Je pleurais pour Séraphin, parti construire sa vie sans moi. Je pleurais pour Philippe, qui m'avait aimé à sa manière, même si je n'avais jamais oublié le premier. Je pleurais pour Mathieu, le bébé que j'avais porté, nourri, élevé. Le petit garçon qui me disait « Je t'aime, maman », tous les soirs. Où était-il parti, cet enfant? Le soir tomba. Je ne mangeais pas. Je ne bougeais pas du canapé. Je regardais les murs de mon petit appartement. Les photos de Mathieu enfant. Mathieu à 5 ans avec son cartable. Mathieu à 12 ans avec son vélo. Mathieu à 18 ans le jour de son baccalauréat. Sur aucune photo, il n'y avait Mirella. Elle avait toujours refusé d'être photographiée avec moi. Je n'aime pas les photos, disait-elle. Mensonge. Elle ne voulait pas de traces, pas de preuve qu'elle avait un jour fait partie de ma vie. 22 heures. Mon téléphone n'avait pas sonné. Mathieu n'avait pas appelé pour savoir si j'étais bien rentrée. Bien sûr que non. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restais allongée dans mon lit, les yeux fixés au plafond, écoutant les bruits familiers de l'immeuble. Madame Beaumont au-dessus qui toussait. Le couple du 3e qui se disputait à voix basse. L'horloge du salon qui égrenait les heures. Minuit, 1 heure, 2 heures. À 3 heures du matin, je me levai, mis de l'eau à chauffer, préparai une tisane que je ne bus pas. Je m'assis à la table de la cuisine, celle où j'avais servi tant de repas à Mathieu quand il était petit. Devoirs de mathématiques étalés entre nous, goûter après l'école, conversation sur ses journées, ses amis, ses rêves. Maman, quand je serai grand, j'aurai une grande maison et tu viendras vivre avec moi, m'avait-il dit un jour. Il avait 8 ans. Et ta femme, elle sera d'accord? Avais-je demandé en riant. Ma femme, elle t'aimera autant que moi. Je fermai les yeux. Quand exactement avait-il cessé de m'aimer? Le samedi matin, 21 décembre, je me forçais à sortir. Il fallait que j'achète un nouveau téléphone, que je refasse ma carte bancaire, que je reprenne le contrôle de ma vie. La boutique Orange était bondée, fête de fin d'année. Tout le monde achetait des cadeaux, des forfaits, des appareils pour les enfants. Je fis la queue pendant 40 minutes. Quand vint mon tour, j'expliquai ma situation. Téléphone perdu, besoin d'un nouveau. Le même numéro si possible. Le vendeur, un jeune homme d'une vingtaine d'années avec des lunettes rondes, hocha la tête. Pas de problème, madame. Vous avez une pièce d'identité? Je fouillai dans mon sac, sortis ma carte d'identité. En la voyant, je réalisais quelque chose. Colette Monclerc, née le 15 avril 1964, 61 ans. Sur la photo, je souriais. C'était il y a 6 ans. Je venais de renouveler ma carte. J'avais les cheveux plus courts, moins de rides, un regard plus vivant. Madame? Je levai les yeux. Le vendeur me regardait avec curiosité. Oui, pardon. Il prit ma carte, tapa sur son ordinateur. Ce sera prêt dans 20 minutes. Je m'assis dans la zone d'attente, regardais les familles autour de moi. Un père et son fils choisissant une console de jeu. Une mère avec ses 2 filles comparant des coques de téléphone. Un couple âgé se tenant la main, hésitant entre 2 modèles. Personne n'était seul. Personne sauf moi. De retour chez moi, je mis en charge mon nouveau téléphone. Aucun message, aucun appel manqué. Mathieu n'avait pas cherché à me joindre. Je m'assis sur le canapé, regardais l'écran vide. J'aurais pu l'appeler, lui demander des explications, exiger qu'il vienne me voir. Mais à quoi bon? Disparaissait de nos vies. Les mots de Mirella tournaient en boucle dans ma tête. Non, je n'appellerai pas. J'avais encore un peu de dignité. Le dimanche passa dans un brouillard. Le lundi, 23 décembre, je descendis faire des courses. Le supermarché était décoré pour Noël.
Guirlande dorée, sapin artificiel près de l'entrée, musique de circonstance en fond sonore, douce nuit, sainte nuit. Je remplis mon panier mécaniquement. Pain, lait, fromage, jambon, fruits, puis je passai devant le rayon jouets. Un réflexe stupide me fit m'arrêter. Avant, tous les ans, j'achetais un cadeau pour Mathieu. Même adulte, même marié. Une écharpe, un livre, un bon whisky. Cette année, je n'avais rien acheté. Je regardais les étagères, les jeux, les puzzles, les peluches pour enfants. Mathieu et Mirella n'avaient pas d'enfants. Je n'étais pas grand-mère. Je ne le serais probablement jamais. « Madame, ça va ?» Je sursautais. Une employée me regardait avec inquiétude. « Oui, pardon. » Je m'éloignai rapidement. À la caisse, la jeune femme me sourit. « Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait ?»« Oui, merci. Joyeux Noël !»« Joyeux Noël !» répétai-je machinalement. Le mardi 24 décembre, veille de Noël, je restais chez moi. L'année précédente, Mathieu m'avait invité pour le réveillon. Ou plutôt, je m'étais invité. « Tu fais quelque chose pour Noël ?» lui avais-je demandé au téléphone. On pensait rester tranquille, Mirella et moi. Je pourrais venir, juste pour le dîner. Je ne resterai pas tard. Silence. Bon, d'accord, mais ne ramène rien. On s'occupe de tout. J'étais arrivé à 19h avec une bûche glacée. Mirella avait souri poliment. Vous n'auriez pas dû, Colette. On a déjà un dessert. Ma bûche était restée au réfrigérateur. Personne n'y avait touché. Le dîner avait été poli, distant. Mathieu parlait de son travail. Mirella de ses dossiers. Je posais des questions. Il répondait brièvement. À 22h, Mirella avait bâillé ostensiblement. « Colette, vous devez être fatiguée. Ne vous sentez pas obligée de rester. » J'étais partie. Dans le métro, j'avais pleuré en silence. Cette année, pas de dîner, pas d'invitation, pas de fausse politesse. Je préparais une omelette, mangeais devant la télévision. Un vieux film avec Romy Schneider que j'avais déjà vu 10 fois. À minuit, les cloches de l'église sonnèrent. Joyeux Noël. Je me couchais. Le mercredi 25 décembre, Noël, je me réveillais à 7h. Dehors, il neigeait légèrement, de gros flocons qui fondaient avant de toucher le sol. Je préparais du café, m'assis près de la fenêtre. Mon téléphone vibra, mon cœur bondit. Mathieu? Non. Un message automatique de mon opérateur téléphonique. Joyeux Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je posais le téléphone, regardais la neige tomber. Pensais à toutes les fois où Mathieu, petit, se précipitait à la fenêtre quand il neigeait. « Maman, regarde, on peut faire un bonhomme de neige ?» Il n'y en a pas assez, mon chéri. Mais peut-être que demain, il y en aura plus. Il avait toujours été optimiste, joyeux, confiant. Quand cela avait-il changé? 14h. La sonnette retentit. Je me figeais. Mathieu? Je me levai précipitamment. Regardais par le Judas? Non. Madame Beaumont, ma voisine du dessus. J'ouvris. Bonjour Colette. Joyeux Noël, Madame Beaumont. Elle me tendit une petite boîte enveloppée dans du papier doré. Des chocolats. Je me suis dit que, enfin, vous êtes seule aujourd'hui, non? Ma gorge se serra. Oui, merci, c'est très gentil. Vous voulez monter prendre un thé? J'ai fait des sablés. Je accepte, Colette. Ne reste pas seule. Merci, mais je suis un peu fatiguée. Une autre fois? Bien sûr. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elle repartit. Je refermai la porte, regardai la boîte de chocolat, pleurais. Le jeudi 26 décembre, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Colette? C'est Séraphin? Mon cœur s'arrêta. Comment avez-vous eu mon numéro? Vous me l'aviez donné? Vendredi? À la gare? Vous ne vous souvenez pas? Non, je ne me souvenais pas. Ah, oui, pardon. Je vous dérange? Non. Silence. Je voulais savoir si vous alliez bien. Depuis l'autre jour. Oui, ça va. Merci. Vous avez passé un bon Noël? Mensonge ou vérité? Tranquille, dis-je finalement. Seul? Oui. Nouveau silence. Colette, est-ce que je peux vous inviter à déjeuner? Je ne répondis pas immédiatement. Pourquoi? Demandai-je finalement. Parce que, il chercha ses mots. Parce que ça fait 42 ans que je me demande ce que vous êtes devenu. Et maintenant que je vous ai retrouvé, je ne veux pas vous laisser disparaître à nouveau. Quelque chose se brisa en moi, ou peut-être se répara. D'accord, murmurai-je. Demain, 13h, je connais un petit restaurant à Fontainebleau. Si ce n'est pas trop loin pour vous? Non, c'est parfait. Parfait. Je vous envoie l'adresse par message. Merci, Séraphin. C'est moi qui vous remercie, Colette. À demain. Il raccrocha. Je restai assise, le téléphone dans la main. Pour la première fois depuis le 26 novembre, je souris. Le vendredi 27 décembre, je me préparais avec soin. Douche, cheveux lavés, séchés, coiffés, un peu de maquillage. Pas trop, juste assez. Je choisis une robe simple en laine bleu marine, un collier de perles que Philippe m'avait offert pour nos 10 ans de mariage. Je me regardais dans le miroir. Une femme de 61 ans, cheveux gris,
rides autour des yeux, mais quelque chose de différent aujourd'hui, une lueur, un espoir. Je pris le train pour Fontainebleau, arrivai avec 15 minutes d'avance. Le restaurant s'appelait Le Cygne, petit, élégant, nappe blanche, bougies sur les tables. Séraphin était déjà là. Il se leva quand il me vit, sourit. « Colette, vous êtes ravissante. »« Merci, vous aussi. » Nous nous assîmes. Le serveur apporta les menus. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» demanda Séraphin. Je regardais la carte. Tout me semblait délicieux. Et hors de prix. Ah, prenez ce que vous voulez, dit-il doucement. C'est mon invitation. Nous commandâmes. Saumon fumé en entrée. Magret de canard pour lui. Sole meunière pour moi. Le vin arriva. Un Bourgogne blanc. À nos retrouvailles, dit Séraphin en levant son verre. Aux retrouvailles, répétai-je. Nous trinquâmes. Le vin était excellent, le repas aussi, mais surtout la conversation. Séraphin me raconta sa vie. Lyon, l'entreprise de son oncle, les premières années difficiles, puis l'expansion. Paris, Marseille, Bruxelles, Berlin. Je travaillais 80 heures par semaine. Pas de vacances, pas de vie sociale, juste le travail. Vous ne vous êtes jamais senti seul? Si, tout le temps. Il marqua une pause. Mais j'avais peur de m'arrêter. Peur que si j'arrêtais, je réaliserais que j'avais construit une vie vide. Et aujourd'hui, il sourit tristement. J'ai 60 ans. Une grande maison vide à Saint-Cloud. Une entreprise qui tourne. Et personne avec qui partager tout ça. Vous n'avez jamais voulu vous marier? Avoir des enfants? J'ai essayé, plusieurs fois. Mais ça ne marchait jamais. Il me regarda. Je crois que j'ai toujours comparé les femmes que je rencontrais à... Il ne finit pas sa phrase. Mais je compris. Le dessert arriva. Tarte tatin pour lui, crème brûlée pour moi. Et vous, Colette? Parlez-moi de votre vie. Alors je racontais. Philippe, le mariage, Mathieu, la vie tranquille, l'accident, le veuvage. Et puis, plus difficilement, les dernières années, l'éloignement progressif de Mathieu, Mirella, l'abandon. Quand je terminais, Séraphin était silencieux. « Je suis désolé, dit-il finalement. Ce n'est pas votre faute. Non, mais je suis désolé que vous ayez vécu ça, que vous viviez ça. » Il posa sa main sur la mienne. « Vous ne méritez pas d'être seule, Colette. » Je regardais sa main, forte, chaude. « Personne ne mérite d'être seul, » murmurai-je. Nous quittâmes le restaurant à 16 heures. Dehors, il faisait froid. Le soleil d'hiver bas sur l'horizon. « Je peux vous raccompagner à la gare ?» proposa Séraphin. « Merci. » Nous marchâmes lentement. « Colette, » dit-il soudain, « j'ai une proposition à vous faire. »« Oui, passez le réveillon du Nouvel An avec moi. » Je m'arrêtais. Je sais que c'est rapide, qu'on vient à peine de se retrouver. Mais je ne veux pas que vous passiez cette soirée seule. Et moi non plus, je n'ai pas envie d'être seule. Je le regardais. Cet homme qui avait été mon premier amour, qui m'avait quitté il y a 42 ans, qui venait de réapparaître dans ma vie au moment où j'avais le plus besoin de quelqu'un. Le destin? Le hasard? D'accord, dis-je. Son visage s'illumina. Vraiment? Oui. Il me prit dans ses bras. Et pour la première fois depuis si longtemps, je me sentis en sécurité. Les jours suivants passèrent dans une étrange dualité. D'un côté, l'excitation timide de retrouver Séraphin, les messages qu'il m'envoyait chaque matin. « Bonjour Colette, j'espère que vous avez bien dormi. » Des mots simples qui réchauffèrent mes matins froids. De l'autre, le silence assourdissant de Mathieu. Pas un appel, pas un message, pas même pour savoir si j'étais rentrée vivante de Fontainebleau ce 20 décembre. Et moi, coincée entre les deux, je me surprenais à justifier son silence. Il est occupé avec le travail. Mais Mirella doit le monopoliser. Il m'appellera bientôt, pour le Nouvel An, sûrement. Mensonge que je me racontais pour ne pas affronter la vérité. Mon fils m'avait abandonné sur un parking, et il s'en fichait. Le samedi 28 décembre, je décidai de ranger l'appartement. Il fallait que je m'occupe, que je ne pense pas. Je commençais par la chambre de Mathieu. Oui, j'avais gardé sa chambre, même après son départ pour l'université en 2006. Même après son mariage en 2016. Un lit simple, une étagère avec ses livres d'enfance, des posters jaunis de groupes de rock qu'il écoutait adolescent, une vieille console de jeu qui ne fonctionnait plus. J'ouvris le placard, ses vêtements d'adolescent, un blouson en jean qu'il adorait à 15 ans, des t-shirts de concert, son écharpe de l'équipe de football du lycée. Je pris le blouson, le portai à mon visage. Il sentait encore un peu la lessive, mais plus rien de Mathieu. « Maman, pourquoi tu gardes toutes ces vieilles affaires ?» Il m'avait posé cette question il y a 3 ans, lors d'une de ses rares visites. « Au cas où tu en aurais besoin un jour », avais-je répondu. Il avait ri. « J'ai 33 ans, maman. Je ne vais pas remettre mes t-shirts du lycée. On ne sait jamais. Tu devrais donner tout ça. Ça ferait de la place. » Donner. Se débarrasser de son passé comme on jette de vieux journaux. J'avais dit oui. Tu as raison. Je vais le faire.
mais je ne l'avais jamais fait. Parce que tant que ses affaires étaient là, une partie de Mathieu l'était aussi. Le Mathieu d'avant, celui qui m'aimait encore. Je m'assis sur son lit, regardais autour de moi, sur le mur, une photo encadrée. Mathieu, à 8 ans, dans mes bras, sur la plage de Deauville. Été 1996. Philippe avait pris la photo. Nous avions passé 2 semaines dans un petit hôtel en bord de mer. Mathieu avait appris à nager cette année-là. Il était si fier. « Regarde, maman, je nage !»« Oui, mon chéri, tu es formidable. » Le soir, on mangeait des glaces sur la promenade. Mathieu au milieu, tenant nos mains. Philippe et moi, de chaque côté. Une famille, simple, heureuse. Quand avait-on cessé d'être heureux? Mon téléphone vibra. Séraphin. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Je regardais l'écran, hésitais. Lui dire la vérité? Que j'étais assise dans la chambre de mon fils, entourée de fantômes? Non, je vais bien. Et vous? Mieux maintenant. J'ai pensé à vous toute la matinée. Quelque chose se réchauffa en moi. C'est gentil. Ce n'est pas de la gentillesse, Colette. C'est la vérité. Je souris malgré moi. Vous êtes toujours aussi direct? Seulement quand ça compte. Nous échangeâmes quelques messages. Puis il demanda. Vous avez des nouvelles de votre fils? La question me glaça. Non. Vous allez l'appeler? Je ne sais pas. Vous avez le droit d'être en colère, Colette. Je ne suis pas en colère. Mensonge. D'accord. Mais si vous l'étiez, ce serait légitime. Ce qu'il vous a fait, c'est mon fils, Séraphin. Je sais, mais être son fils ne lui donne pas le droit de vous traiter comme ça. Je ne répondis pas. Pardon, écrivit-il. Ce ne sont pas mes affaires. Non, vous avez raison, mais c'est compliqué. Je comprends. Le dimanche 29 décembre, je me réveillais avec une décision. J'allais appeler Mathieu, pas pour le supplier, pas pour pleurer, juste pour entendre sa voix, savoir qu'il allait bien, et peut-être qu'il s'excuserait, qu'il dirait que Mirella avait exagéré, qu'il regrettait, qu'il voulait me voir. À 10 heures, je composais son numéro. Ça sonna. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allô? La voix de Mathieu, neutre, presque froide. Mathieu, c'est maman. Silence. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je voulais savoir comment tu allais. Je vais bien. Tant mieux. Silence embarrassé. Mathieu, on peut parler? De ce qui s'est passé? Il n'y a rien à dire, maman. Comment ça? Rien à dire. Tu m'as abandonné sur un parking. On ne t'a pas abandonné. On t'a laissé là parce que tu refusais de comprendre. Comprendre quoi? Qu'on ne veut pas de toi dans notre vie. Les mots tombèrent comme des pierres. Mathieu, écoute maman. Mirella et moi, on a essayé d'être gentils. On t'a expliqué calmement. Mais tu ne voulais pas entendre. Alors on a dû être plus direct. Direct? Ma voix tremblait. Tu appelles ça être direct? Me laisser seule, sans téléphone, sans argent? Tu avais ton sac. Tu aurais pu prendre le train? Avec quel argent? Mon portefeuille était dans la voiture. Oh, une pause. Bon, de toute façon, tu es rentré. Donc, tout va bien. Tout va bien. Non, Mathieu, tout ne va pas bien. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Commencer quoi? À te dire la vérité? Que tu m'as brisé le cœur? Oh mon Dieu. Il soupira, exaspéré. C'est exactement ça le problème. Cette culpabilisation constante, ce chantage affectif. Ce n'est pas du chantage, c'est... Mirella avait raison. Tu es toxique. Le mot me frappa comme une gifle. Toxique. Comment peux-tu dire ça? Parce que c'est vrai. Tu as passé toute ma vie à me contrôler, à vouloir que je sois quelqu'un que je ne suis pas. Quoi? Mathieu, Laisse-moi finir. Quand papa est mort, tu t'es accroché à moi comme une noyée. Tu voulais que je reste près de toi, que je renonce à mes projets, que je sois ton petit garçon pour toujours. C'est faux. Ah oui? Et quand j'ai voulu partir étudier à Lyon, qu'est-ce que tu as dit? Lyon. 2006. Mathieu avait 18 ans. Il venait d'avoir son baccalauréat. Il voulait partir, faire des études d'ingénieur, loin de Paris, loin de moi. J'avais pleuré. Tu peux étudier à Paris, lui avais-je dit. Il y a d'excellentes écoles ici. Mais je veux aller à Lyon, maman. L'école là-bas est meilleure pour ce que je veux faire. Et moi, tu vas me laisser toute seule? Il avait baissé les yeux. Tu as raison, maman. Je vais rester. Et il était resté. Il avait étudié à Paris, était resté vivre avec moi jusqu'à ses 24 ans, jusqu'à ce qu'il rencontre Mirella. Tu vois, dit-il au téléphone, tu ne réponds pas, parce que tu sais que j'ai raison. Mathieu, j'étais veuve, j'avais peur. Et moi, j'avais 18 ans. J'avais le droit de vivre ma vie. Tu as raison. Ma voix se brisa. Tu as raison. J'ai eu tort. Mais je pensais bien faire. Eh bien, tu as mal fait. Et maintenant, je veux juste être libre. Vivre avec ma femme. Sans toi dans chaque coin de notre vie. Je ne suis pas dans chaque coin. Si, tu l'es. Même quand tu n'es pas physiquement là. Tu es dans ma tête. Toujours. Avec ta tristesse, ta solitude, ton besoin constant d'être rassuré.
Je pleurais maintenant, silencieusement. Mathieu, je suis désolée. Moi aussi, maman. Mais c'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Mirella et moi, on a décidé. On déménage. Mon cœur s'arrêta. Vous déménagez où? À Bordeaux. J'ai eu une mutation. On part dans 3 semaines. Bordeaux? Oui. Et on ne donnera pas la nouvelle adresse. Comment je pourrais te contacter? Tu ne pourras pas. C'est le but. Mathieu, s'il te plaît. Au revoir, maman. Il raccrocha. Je restais là, le téléphone dans la main, les larmes coulant sur mes joues. Il déménageait, sans me dire où, sans me laisser de moyen de le joindre. Je le perdais. Définitivement. Je passais le reste de la journée dans un état second. Je ne mangeais pas, ne bus que du thé froid, assise sur le canapé, regardant le mur, toxique. Était-ce vrai? Avais-je été une mère toxique? Je revis toutes les scènes, tous les moments où j'avais peut-être trop donné, trop aimé, trop demandé. Lion, j'avais pleuré, et il était resté, non par amour, par culpabilité. Le soir, Séraphin m'appela. « Bonsoir Colette, toujours d'accord pour le réveillon mardi ?» Je ne répondis pas tout de suite. « Colette, vous êtes là ?»« Oui, pardon, ça ne va pas ? J'ai appelé Mathieu aujourd'hui, et il déménage, à Bordeaux, sans me dire où. » Silence. « Je suis désolée Colette. Il m'a traité de toxique. C'est ridicule. Peut-être que c'est vrai. » « Non. » Sa voix était ferme. « Vous n'êtes pas toxique. Vous êtes une mère qui a aimé son fils. Il n'y a rien de toxique là-dedans. Mais quand Philippe est mort, je me suis accrochée à lui. Je l'ai empêché de partir à Lyon. Vous étiez en deuil. Vous aviez peur. C'est humain. Il avait 18 ans. Il avait le droit de vivre sa vie. Et vous aviez le droit d'avoir besoin de lui. Mais Colette, écoutez-moi. Ce qui se passe maintenant, ce n'est pas de votre faute. Comment pouvez-vous en être sûre ? Parce qu'un fils qui aime vraiment sa mère ne l'abandonne pas sur un parking. Il ne lui dit pas de disparaître de sa vie. Il ne déménage pas en secret. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la cruauté. Je pleurais. Je l'aime tellement, Séraphin. Je sais, c'est mon fils. Je sais. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez continuer à vivre, Colette. Vous allez passer le réveillon avec moi. Vous allez rire, boire du champagne, commencer la nouvelle année autrement. Je ne sais pas si j'en ai la force. Vous l'avez, je le sais. Le lundi 30 décembre, je me réveillais avec un mal de tête terrible. J'avais à peine dormi. Je regardais mon téléphone. Aucun message de Mathieu. Bien sûr que non. Mais un message de Séraphin. « Bonjour Colette, je passe vous chercher demain à 18h pour le réveillon. Préparez-vous à être gâtée. » Je souris faiblement. Peut-être que Séraphin avait raison. Peut-être qu'il fallait que je continue à vivre. Même si une partie de moi était morte. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Le mardi 31 décembre arriva plus vite que je ne l'aurais cru. Je passais la matinée dans un état d'anxiété étrange. Devant mon placard, je changeais de robe toutes les 10 minutes. Trop habillée, pas assez, trop jeune, trop vieille. Finalement, je choisis une robe en velours bordeaux, simple mais élégante, le collier de perles, des escarpins noirs à petits talons. Je me maquillais légèrement, rouge à lèvres discret, un peu de mascara. Dans le miroir, je vis une femme que je reconnaissais à peine. Une femme qui allait à un réveillon, avec un homme, pour la première fois depuis la mort de Philippe, 17 ans plus tôt. Mon cœur battait trop fort. À 18h précises, la sonnette retentit. J'ouvris. Séraphin se tenait là, en costume sombre, chemise blanche, cravate bleu nuit, dans sa main, un bouquet de roses blanches. « Bonsoir Colette. Bonsoir Séraphin. » Il me tendit les fleurs. « Pour vous, merci. Elles sont magnifiques. » Je les mis dans un vase rapidement, pris mon manteau, mon sac. « Prête ?» demanda-t-il en me tendant le bras. « Prête » murmurai-je en glissant ma main sous son coude. Nous descendîmes vers sa voiture. La Mercedes noire qui m'avait sauvé 11 jours plus tôt. 11 jours seulement. Il me sembla que des années s'étaient écoulées. Il m'ouvrit la portière. Je montais. L'habitacle sentait le cuir et l'eau de Cologne. Une odeur masculine, rassurante. « Où allons-nous » demandai-je alors qu'il démarrait. « Chez moi, à Saint-Cloud. »« Chez vous ?»« Oui, j'ai préparé le dîner. Enfin, disons que j'ai commandé le meilleur traiteur de Paris et que je vais faire semblant de l'avoir cuisiné moi-même. » Je ris. Pour la première fois depuis des semaines, je ris vraiment. « Vous êtes honnête au moins. Toujours. » Il me regarda brièvement avant de reporter son attention sur la route. « Je ne sais pas mentir, Colette. Je n'ai jamais su. » Nous roulâmes vers l'ouest. La nuit était tombée. Paris scintillait de 1000 feux. Décorations de Noël encore accrochées. Vitrines illuminées. « C'est beau, » murmurai-je. « Vous aimez Paris ?» Je l'ai toujours aimé. Mais j'ai l'impression de ne plus vraiment le voir. De juste y survivre. Je comprends. Moi aussi, pendant longtemps, je ne voyais plus rien. Juste le travail, les chiffres, les contrats. Qu'est-ce qui a changé? Il réfléchit un instant. Vous.
Je le regardais, surprise. Moi? Oui, vous retrouvez. C'est comme si quelqu'un avait rallumé une lumière que j'avais éteinte il y a 40 ans. Mon cœur se serra. Séraphin, désolé. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Vous ne me mettez pas mal à l'aise. C'est juste que... je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Il sourit. Profitez de la soirée. C'est tout ce que je demande. Nous arrivâmes à Saint-Cloud 20 minutes plus tard. Le quartier était calme. Rue large, bordée d'arbres. Grande maison bourgeoise, derrière des grilles en fer forgé. Séraphin s'arrêta devant un portail électrique, composa un code. Le portail s'ouvrit lentement. Nous entrâmes dans une allée pavée. Au bout, une maison. Non, une demeure. 3 étages, façade en pierre claire, grandes fenêtres illuminées, un jardin même en hiver. C'est impressionnant, soufflai-je. C'est trop grand pour une seule personne, dit-il simplement. Mais je l'ai acheté il y a 15 ans. À l'époque, je pensais encore me marier, avoir des enfants, remplir toutes ces pièces. Il se gara, coupa le moteur, et puis le temps a passé. Il m'ouvrit la portière, m'aida à descendre. Nous entrâmes. Le hall était immense, sol en marbre blanc et noir, grand escalier en bois sombre, lustre en cristal. Mon Dieu, murmurai-je, je sais, c'est ostentatoire, ridicule même pour un homme seul. Non, c'est magnifique. Il m'aida à retirer mon manteau, l'accrocha soigneusement. Venez. Le salon est par ici. Le salon était à l'image du reste. Spacieux, élégant, canapé en cuir caramel, bibliothèque couvrant un mur entier, cheminée en marbre où crépitait un feu. Sur la table basse, du champagne dans un seau à glace. 2 coupes. Asseyez-vous, dit-il en me guidant vers le canapé. Je vais chercher les amuse-bouches. Je m'assis, regardai autour de moi. Les étagères étaient remplies de livres. Philosophie, histoire, romans. Certains titres me sautèrent aux yeux. Camus, Sartre, les mêmes qu'il lisait à 17 ans. Sur une étagère plus basse, des photos encadrées. Séraphin jeune avec un homme âgé. Son oncle sans doute. Séraphin devant un entrepôt. Une pancarte, Duchamp Transport and Logistique. Séraphin lors d'une remise de prix. Costume sombre, sourire poli mais distant. Et puis, presque caché derrière les autres, une photo différente. Je me levai, m'approchai. C'était une vieille photo, années 80, à en juger par les couleurs passées. 2 adolescents assis sur un banc. Jardin du Luxembourg, Fontaine Médicis en arrière-plan. Lui et moi. J'avais 17 ans sur cette photo. Cheveux longs, sourire timide, sa main tenant la mienne. Vous l'avez gardée, murmurai-je. Séraphin réapparut avec un plateau. Oui, pendant tout ce temps, il posa le plateau, s'approcha de moi. C'est la seule photo que j'ai de nous. Je l'ai emmenée partout. Lyon, Paris, tous mes appartements, toutes mes maisons. Pourquoi? Parce que c'était le seul moment de ma vie où j'ai été vraiment heureux. Sa voix était douce, sans amertume. Juste, triste. Séraphin, vous m'avez demandé pourquoi je ne m'étais jamais marié. Il me regarda dans les yeux. C'est à cause de cette photo, à cause de ce que j'ai ressenti ce jour-là, et que je n'ai plus jamais ressenti après. Je ne savais pas quoi dire. Je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser, continua-t-il, ni pour vous demander quoi que ce soit. Je veux juste être honnête. Vous retrouver, c'est comme retrouver cette partie de moi que j'avais enterrée. Mon cœur battait trop vite. Moi aussi je vous ai aimé, dis-je doucement. Vraiment, je sais, quand vous êtes parti, ça m'a brisé le cœur. Je sais, et je suis désolée. Pourquoi vous avez arrêté de m'écrire? Pourquoi cette dernière lettre si froide? Il détourna le regard. Parce que j'avais honte. Honte de quoi? De n'avoir rien à vous offrir. J'avais 19 ans. Pas d'argent. Pas de statut. Je vivais dans un studio miteux à Lyon. Je travaillais 70 heures par semaine pour un salaire ridicule. Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais moi, ça me dérangeait. Sa voix se durcit légèrement. Je voulais être quelqu'un avant de revenir vers vous. Quelqu'un digne de vous. Je ne vous ai jamais demandé d'être riche, Séraphin. Je voulais juste vous. Je sais. Mais j'étais jeune, orgueilleux, stupide. Il sourit tristement. J'ai passé 40 ans à construire un empire. Et pourquoi? Pour impressionner qui? Vous n'étiez plus là. Nous restâmes silencieux un moment. Puis il se reprit. Bon, assez de mélancolie. C'est le réveillon. Nous sommes censés être joyeux. Il ouvrit la bouteille de champagne. Le bouchon sauta avec un pop satisfaisant. Il remplit les 2 coupes. M'entendit une. À quoi trinquons-nous? Demandai-je. Aux retrouvailles. Il leva sa coupe. Aux secondes chances. Et à cette soirée qui, je l'espère, ne sera que la première de beaucoup d'autres. Je levai ma coupe. Aux secondes chances, répétai-je. Nous bûmes. Le champagne était excellent, frais, pétillant, délicieux. Le dîner fut servi dans la salle à manger. Une pièce encore plus impressionnante que le salon. Table en bois massif, pouvant accueillir 12 personnes. Nous étions assis l'un en face de l'autre,
à une extrémité, foie gras en entrée, homard thermidor en plat principal, fromage, et une bûche glacée au marron pour finir. Le traiteur a fait des merveilles, dis-je en souriant. N'est-ce pas? Il rit. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai vraiment de cuisiner. La prochaine fois? Oui, si vous acceptez de revenir. J'hésitais. Je ne sais pas, Séraphin. Tout va si vite, je comprends. Mais Colette, je ne vous demande rien, juste votre compagnie, de temps en temps, si vous le voulez, et si je le veux, alors je serai l'homme le plus heureux de France. Je souris. Vous exagérez. Pas du tout. Nous parlâmes pendant des heures, de tout, de rien, de nos vies, de nos regrets, de nos rêves perdus et retrouvés. Il me raconta comment il avait bâti son entreprise, les premières années de galère, les nuits blanches, les contrats ratés, les contrats gagnés. En 1995, j'ai failli tout perdre. Un client important n'a pas payé. 50 000 francs à l'époque. J'étais ruiné. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vendu ma voiture, emprunté à la banque, travaillé encore plus dur. 2 ans plus tard, j'avais remboursé et quintuplé mon chiffre d'affaires. Vous êtes obstiné. C'est mon plus grand défaut et ma plus grande qualité. Je ris. À 23 heures, il mit de la musique, de vieux vinyles, Édith Piaf, Charles Aznavour, Barbara. Vous aimez toujours cette musique? Demandai-je. Toujours. Ça me rappelle mes parents. Mon père écoutait Aznavour le dimanche matin en faisant le café. Le mien aussi. Nous échangeâmes un sourire complice. Minuit approchait. Nous retournâmes au salon, devant la cheminée. Séraphin remplit nos coupes une dernière fois. Encore 5 minutes, dit-il en regardant sa montre. Mon cœur battait fort. Dans 5 minutes, nous serions en 2025. Une nouvelle année. Sans Mathieu. Sans la vie que j'avais connue. Mais peut-être avec quelque chose de nouveau. 10 secondes, annonça Séraphin. Nous comptâmes ensemble. 10, 9, 8, ma main tremblait légèrement. 7, 6, 5. Il prit ma main dans la sienne. 4, 3, 2. Nos regards se croisèrent. 1. Bonne année, Colette. Bonne année, Séraphin. Il se pencha, m'embrassa doucement sur la joue. Que cette année vous apporte tout ce que vous méritez, murmura-t-il. À vous aussi, répondis-je, la gorge serrée. Nous restâmes ainsi un long moment, main dans la main, devant le feu. Puis il demanda « Vous voulez que je vous raccompagne maintenant? Ou vous pouvez rester. Il y a 5 chambres d'amis. Vous auriez tout l'espace dont vous avez besoin. » Je réfléchis, rentrer dans mon appartement vide, seul, la première nuit de l'année, ou rester ici, dans cette grande maison chaude, avec cet homme qui m'avait aimé il y a si longtemps. « Je peux rester ?» Son visage s'illumina. « Bien sûr, je vais vous montrer votre chambre. » La chambre d'amis était au 2e étage, spacieuse. Lit king size avec une couette blanche immaculée. Salle de bain attenante. Il y a des serviettes propres, une brosse à dents neuve dans l'armoire. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Merci Séraphin, pour tout. C'est moi qui vous remercie, Colette. Cette soirée, c'était la plus belle que j'ai passée depuis très longtemps. Pour moi aussi, nous nous regardâmes. Et puis, impulsivement, je me mis sur la pointe des pieds et l'embrassai sur la joue. Bonne nuit, Colette. Il referma la porte doucement. Je m'assis sur le lit, regardai autour de moi. Cette chambre était 3 fois plus grande que la mienne. Cette maison était un palais comparé à mon petit appartement. Cet homme était tout ce que Philippe n'avait pas été. Passionné, intense, présent. Que m'arrivait-il? Je me réveillais dans un lit qui n'était pas le mien. Les premiers instants furent désorientants. Plafond inconnu, lumière différente, silence trop grand. Puis tout me revint. Saint-Cloud, la maison de Séraphin, le réveillon. Je regardais l'heure sur mon téléphone. 9h20, 1er janvier 2025, première journée d'une nouvelle année. Je me levais, utilisais la salle de bain, trouvais effectivement une brosse à dents neuve, du dentifrice, même un peigne. Séraphin avait pensé à tout. Je me regardais dans le miroir, cheveux en désordre, visage fatigué, mais quelque chose dans mes yeux, une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je descendis prudemment l'escalier. Des voix venèrent de la cuisine. Non, une seule voix. Séraphin au téléphone. Oui, Bernard, je sais, mais ça peut attendre lundi? Non, je ne serai pas disponible aujourd'hui, parce que j'ai de la compagnie. Ça ne te regarde pas. Bon, d'accord. Si c'est vraiment urgent, envoie-moi les documents par mail. Oui, à lundi. Il raccrocha avec un soupir. Je frappai légèrement à la porte ouverte. Bonjour. Il se retourna. Son visage s'éclaira immédiatement. Colette. Bonjour. Bien dormi? Très bien. Et vous? Comme un bébé. Il sourit. Café? Thé? Café, s'il vous plaît. Asseyez-vous. La cuisine était aussi immense que le reste de la maison. Îlot central en marbre, appareil professionnel. Tout brillait. Vous cuisinez vraiment? Demandai-je en m'asseyant sur un tabouret. Rarement, mais j'aime avoir l'équipement au cas où. Au cas où quoi?
au cas où je trouverais enfin une raison de cuisiner pour quelqu'un. Il me servit un café, y ajouta du lait sans demander. Se souvenait-il de comment je le prenais à 17 ans? Croissant? Proposa-t-il en sortant une boîte de la boulangerie. Frais de ce matin. Le boulanger livre même les jours fériés. Vous gâtez vos invités? Vous êtes ma seule invitée depuis... Il réfléchit. Depuis au moins 3 ans. Vraiment? Vraiment. Je reçois pour le travail. Des dîners d'affaires. Des cocktails. Mais des invités personnels? Non. Plus depuis longtemps. Nous prîmes le petit déjeuner en parlant de tout et de rien. Puis, vers 11 heures, mon téléphone vibra. Mon cœur s'emballa. Mathieu? Je regardais l'écran. Non. Un message automatique d'une boutique. Bonne année et profitez de nos soldes d'hiver. Je posai le téléphone, déçu malgré moi. Vous espériez un message de votre fils? Demanda doucement Séraphin. Oui. Stupide, non? Non, c'est humain. Il ne m'appellera pas. Il me l'a dit. Peut-être qu'il changera d'avis? Peut-être. Je n'y croyais pas. Colette, dit Séraphin après un moment de silence. Puis-je vous poser une question indiscrète? Allez-y. Que comptez-vous faire maintenant? Comment ça? Avec votre vie. Votre fils qui part. Votre appartement vide. Vos journées. Je n'avais pas de réponse. Je ne sais pas. Continuez comme avant, je suppose. Mais vous étiez heureuse avant? La question me frappa de plein fouet. Heureuse? Non. J'étais seule, en attente, vivant pour des appels qui ne venaient pas, des visites qui n'arrivaient jamais. Non, admis-je, je n'étais pas heureuse. Alors pourquoi continuer? Parce que c'est ma vie. Ça peut changer. Je le regardais. Qu'est-ce que vous suggérez? Il prit une grande inspiration. Venez vivre ici. Le silence qui suivit fut assourdissant. Quoi? Venez vivre ici, avec moi. Séraphin, on vient à peine de se retrouver. Ça fait 11 jours. Je sais. Mais Colette, j'ai 60 ans. Vous en avez 61. On n'a plus 20 ans pour attendre. Pour se tourner autour pendant des mois avant de prendre une décision. Mais, écoutez-moi. Il prit ma main. Je ne vous demande pas de m'épouser demain. Je ne vous demande même pas de... Il chercha ses mots. De partager ma chambre. Pas si vous ne le voulez pas. Cette maison a 6 chambres. Vous auriez tout l'espace dont vous avez besoin. Votre indépendance. Mais vous ne seriez plus seul. Et moi non plus. C'est de la folie. Peut-être. Mais quelle est l'alternative? Vous retournez dans votre appartement. Seul? Moi je reste ici. Seul. On se voit de temps en temps. On s'appelle. Et puis quoi? On vieillit chacun de notre côté en regrettant de ne pas avoir saisi cette chance? Et si ça ne marche pas? Alors vous partirez. Aucune obligation. Aucune pression. Mais au moins, on aura essayé. Je restais silencieuse longtemps. C'était insensé. Nous nous connaissions à peine. Enfin, non. Nous nous étions connus il y a 42 ans. Mais tant de choses avaient changé. Et pourtant j'étais bien ici. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Je ne sais pas cuisiner pour 2, dis-je, finalement. Il rit. Moi non plus. On apprendra ensemble. Ou on continuera à commander chez le traiteur. J'ai des habitudes bizarres. Je lis tard le soir. Moi aussi. Je déteste le désordre. Ah, cette maison a une femme de ménage qui vient 3 fois par semaine. Vous avez réponse à tout. Parce que j'ai pensé à tout. Depuis que je vous ai retrouvé, je ne pense qu'à ça. À vous. À nous. À ce que pourrait être notre vie. Laissez-moi réfléchir, dis-je finalement. C'est énorme. Je comprends. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et si je refuse, alors je respecterai votre décision. Et je continuerai à vous inviter à dîner autant que vous le voudrez. Je souris malgré moi. Vous êtes têtu, je sais. L'après-midi passa trop vite. Séraphin me fit visiter le jardin. Même en hiver, il était magnifique. Un petit bassin gelé, des rosiers endormis, un banc en pierre sous un vieux tilleul. Au printemps, c'est magnifique ici, dit-il. Les roses fleurissent, il y a des oiseaux partout. C'est paisible, ça le serait encore plus si quelqu'un le partageait avec moi. Je ne répondis pas. Vers 16 heures, il me raccompagna à Melun. Le trajet fut silencieux, pas inconfortable, juste pensif. Nous arrivâmes devant mon immeuble. Merci pour tout, dis-je. Le réveillon, l'hospitalité, la proposition. Pas de quoi. Il sourit. Réfléchissez-y, sans pression. D'accord. Je descendis, puis me retournai. Séraphin? Oui? Pourquoi moi? Après tout ce temps, vous auriez pu refaire votre vie avec n'importe qui. Et il me regarda longuement, parce que personne ne m'a jamais fait sentir ce que vous m'avez fait sentir, à 17 ans, et maintenant, à 60. Certaines choses ne changent pas, Colette. Je montais chez moi. L'appartement était froid, silencieux, petit, si petit comparé à la maison de Saint-Cloud. Je regardais autour de moi, les murs étroits, le canapé usé, la petite table de cuisine. Toute ma vie était là, dans ces 45 mètres carrés. Était-ce vraiment une vie? Le soir, je m'assis avec une tisane, regardais mon téléphone. Toujours rien de Mathieu. J'ouvris nos derniers messages, remontais dans le temps.
octobre 2024. Merci maman pour le pull. Août, bon anniversaire. Mai, rien. Avril, oui, on va bien. Mars, février, janvier. Des réponses brèves, polies, vides. Quand avait-il arrêté de m'aimer? Ou peut-être, m'avait-il jamais vraiment aimé? Le lendemain matin, 2 janvier, je me réveillais avec une certitude. Il fallait que je sache. Il fallait que je comprenne où tout avait basculé. Je composais le numéro de Mathieu. Ça sonna. Longtemps. Puis, la messagerie. Vous êtes bien sur le répondeur de Mathieu Monclerc. Laissez un message. Sa voix. Neutre. Professionnelle. Mathieu. C'est maman. Ma voix tremblait. Je voulais te souhaiter une bonne année. J'espère que tu vas bien. Que Mirella va bien. Je m'arrêtais. Que dire de plus? Je t'aime. Même si tu ne veux plus m'entendre. Même si tu pars. Je t'aimerai toujours. C'est tout. Au revoir. Je raccrochais. Pleurais. 3 jours passèrent. Pas de réponse. Pas de rappel. Rien. Le 5 janvier, dimanche, Séraphin m'appela. « Bonjour Colette, vous allez bien ?»« Oui, enfin, ça va. Vous avez réfléchi ?»« Oui, beaucoup. » Et, je pris une grande inspiration. « J'ai une question. Allez-y. Si je viens, vous attendez quoi de moi exactement ?» Silence au bout du fil. « La vérité ?» dit-il finalement. « Oui, j'attends que vous me donniez une raison de rentrer le soir. J'attends quelqu'un avec qui partager mon café le matin. J'attends de ne plus dîner seul face à une télévision. J'attends de ne plus être seul. Et si, avec le temps, il y a plus, alors je serai l'homme le plus heureux du monde. Mais si vous voulez juste de la compagnie, de l'amitié, ça me suffit. Parce que vous, Colette, vous suffisez. » Ma gorge se serra. « D'accord. D'accord quoi? D'accord, je viens. » Son souffle s'arrêta. « Vraiment? Oui, à une condition. Laquelle? Je garde mon appartement, au cas où, au moins les 6 premiers mois. Bien sûr, c'est prudent, et je paie ma part. Colette, non. C'est non négociable. Je ne veux pas être une charge. Vous ne serez jamais une charge. Mais si ça peut vous rassurer, d'accord, on trouvera un arrangement. Alors c'est oui, le déménagement eut lieu progressivement. Je ne voulais pas tout quitter d'un coup. C'était trop brutal, trop définitif. Alors pendant 2 semaines, je fis des allers-retours entre Melun et Saint-Cloud. D'abord mes vêtements, puis mes livres, mes quelques objets personnels, photos, souvenirs. Séraphin m'avait donné la plus belle chambre d'amis. Celle avec vue sur le jardin, salle de bain privée, dressing spacieux. Si jamais vous voulez changer pour une autre chambre, n'hésitez pas, avait-il dit. Celle-ci est parfaite, parfait. Il avait souri. Faites comme chez vous, vraiment. Les premiers jours furent étranges. Je me réveillais désorienté, cherchais mes repères, puis me rappelais où j'étais. Séraphin partait travailler à 8 heures, rentrait vers 18 heures. Vous n'êtes pas obligé de m'attendre, disait-il. Mangez quand vous voulez. Mais j'attendais. Parce que manger seul dans cette grande maison me semblait encore plus triste que dans mon petit appartement. Le 15 janvier, un mercredi, je retournais à Melun chercher les dernières affaires. En entrant dans l'appartement, je fus frappé par le silence. Personne n'avait vécu ici depuis 2 semaines. Pourtant, tout était exactement comme je l'avais laissé. Le canapé, la table, les photos sur les murs, les photos de Mathieu. Je m'approchais lentement. Mathieu a 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Sur chaque photo, il souriait. Avais-je imaginé ce bonheur? Non. Il avait été heureux, j'en étais certaine. Alors quand avait-il commencé à me détester? Je décrochais les cadres un par un, les empilais dans un carton, puis je m'arrêtais. Devais-je vraiment les emporter à Saint-Cloud, exposer mon passé dans la maison de Séraphin, lui infliger la présence fantôme de mon fils? Non, je refermais le carton, le rangeais dans le placard de l'entrée. En sortant de l'immeuble, je croisai Madame Beaumont. « Colette, je ne vous vois plus. Vous allez bien ?»« Oui, Madame Beaumont, très bien. Vous êtes partie en vacances? On peut dire ça. Tant mieux. Vous aviez besoin de changer d'air. » Elle me regarda avec bienveillance. « Vous avez meilleure mine. Merci. Et votre fils? Il est venu vous voir pour le nouvel an ?» Ma gorge se serra. « Non, il était occupé. Dommage. Enfin, les jeunes, aujourd'hui... » Elle soupira. « Bon, je vous laisse. Prenez soin de vous. » De retour à Saint-Cloud, je trouvai Séraphin dans son bureau. Il était au téléphone, visiblement contrarié. « Non, ce n'est pas acceptable. J'ai dit lundi, pas mercredi. Alors trouvez une solution. C'est votre travail, Bernard. Très bien. Rappelez-moi quand c'est réglé. » Il raccrocha avec un soupir. « Problème ?» demandai-je depuis la porte. Il leva les yeux. Son visage s'adoucit immédiatement. « Colette, oui, un client difficile, mais rien de grave. » Il se leva. « Vous avez tout récupéré ? » ?»« Oui, parfait. » Il s'approcha. « Vous savez ce que ça signifie ? » ?»« Quoi ? » ?»« Que vous êtes officiellement chez vous, ici, chez moi. » Ces mots me firent un effet étrange. Le soir, nous dînâmes ensemble.
Séraphin avait commandé des plats japonais, sushi, sashimi, tempura. « Vous aimez la cuisine japonaise ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment essayé. » « Sérieusement ?» Philippe n'aimait pas. Alors, on n'allait jamais. « Eh bien, goûtez. » Je pris un morceau de saumon. Le goûtais prudemment. C'était délicieux. « Alors ? C'est bon. Vraiment bon. » Il sourit. « Vous voyez ? Il y a encore plein de choses à découvrir. » Après le dîner, nous nous installâmes au salon. Séraphin mit de la musique. Mozart. Concerto pour piano numéro 21. « Vous aimez Mozart ?» demandai-je. « Énormément. »« Et vous ?» ?»« Oui. Philippe préférait la chanson française. Alors j'écoutais Mozart en cachette. » « En cachette ? Ça peut paraître stupide. » Mais il trouvait que c'était prétentieux. Séraphin fronça les sourcils. « Prétentieux d'aimer la musique classique ? Pour lui, oui. » Colette. Il me regarda. « Je ne veux pas dire du mal de votre défunt mari, mais il me semble que vous avez passé beaucoup de temps à vous adapter aux autres. C'est ce que font les femmes de ma génération. Peut-être, mais vous n'avez plus à le faire. Pas ici, pas avec moi. » Le 20 janvier, un lundi, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ? Madame Moncler ? Oui. Bonjour. Je suis Maître Lefebvre, notaire à Paris. Je vous appelle au sujet de votre fils, Mathieu Moncler. » Mon sang se glaça. « Il lui est arrivé quelque chose ? » Non, non. Pardonnez-moi, je vous ai inquiété. Monsieur Moncler se porte très bien. Je respirai à nouveau. Alors pourquoi ? Votre fils m'a contacté pour procéder à une modification de son testament. Il souhaite également régulariser certains aspects juridiques concernant vous. Moi ? Oui. Pourriez-vous passer à mon étude ? Mercredi à 14h, si possible. Oui. D'accord. Parfait. Je vous envoie l'adresse par SMS. À mercredi, madame. Il raccrocha. Je restai assise, le téléphone dans la main. Testament. Aspect juridique. Qu'est-ce que cela signifiait ? Séraphin rentra à 18h. Je lui racontai. Son visage se durcit. Vous voulez que je vous accompagne ? Non. Je dois y aller seule. Colette, je n'aime pas ça. Moi non plus. Mais c'est mon fils. Justement, c'est votre fils qui vous a abandonné sur un parking. Je sais, mais je dois savoir ce qu'il veut. Le mercredi 22 janvier, je me rendis à l'étude du notaire. 7e arrondissement. Immeuble haussmannien. Plaque en laiton. Maître Lefebvre, notaire. Je montai au 2e étage. La secrétaire me fit entrer dans une salle d'attente. 10 minutes plus tard, une porte s'ouvrit, et Mathieu en sortit. Mon cœur s'arrêta. Il ne me regarda pas, passa à côté de moi comme si j'étais invisible. « Mathieu » murmurai-je. Il s'arrêta, se retourna. « Bonjour, maman. » Sa voix était glaciale. « Tu vas bien ? » ?»« Très bien. On peut parler ? » ?»« Il n'y a rien à dire. Maître Lefebvre va tout expliquer. »« Mathieu, s'il te plaît. Au revoir, maman. » Il partit. La porte de l'immeuble claqua. « Madame Moncler ?» Je me retournai. Un homme d'une 50aine d'années. Costume gris, lunettes. Maître Lefebvre. « Veuillez me suivre. » Nous entrâmes dans son bureau, tout en bois sombre et livres juridiques. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Je m'assis. « Je vais être direct, madame. Votre fils m'a mandaté pour procéder à plusieurs démarches. » « Lesquelles ?» Il ouvrit un dossier. « Premièrement, il a modifié son testament. Vous n'êtes plus bénéficiaire. Tous ses biens iront à son épouse, madame Mirella Moncler. » Le coup me coupa le souffle. Deuxièmement, il renonce à son statut d'héritier réservataire. C'est possible ? Dans certaines circonstances, oui. Pourquoi ferait-il ça ? Pour s'assurer qu'à votre décès, il ne recevra rien de votre succession. Je le regardais, abasourdi. Il ne veut rien de moi ? C'est exact. Même pas ? Rien, madame. Il a été très clair. Je sortis de l'étude dans un état second. Descendis la rue mécaniquement. Trouvai un banc. M'assis. Mon fils venait de me déshériter. Plus que ça, il avait renoncé à tout lien juridique avec moi. Comme si je n'existais pas. Comme si je n'avais jamais existé. Mon téléphone sonna. Séraphin. « Colette, comment ça s'est passé ? » Ma voix se brisa. Il ne veut plus rien de moi. Rien. Où êtes-vous ? Rue de Varennes. Sur un banc. Ne bougez pas. J'arrive. 15 minutes plus tard, la Mercedes s'arrêta devant moi. Séraphin descendit, s'assit à côté de moi, ne dit rien, me prit juste dans ses bras, et je pleurais. Pleurais pour ce fils que j'avais perdu, pour toutes ces années où j'avais cru qu'il m'aimait, pour cette illusion qui venait de se briser définitivement. « Rentrons », dit finalement Séraphin. « Où ? À la maison. Notre maison. Notre maison. Oui, rentrons. » Ce soir-là, je ne dînais pas. Je restais dans ma chambre, regardais par la fenêtre, le jardin endormi, le ciel gris. Vers 22h, on frappa doucement. « Colette, c'est moi. Je peux entrer ? » Oui. Séraphin entra avec un plateau. Tisane, biscuits. « Vous n'avez rien mangé. Je n'ai pas faim. » Il posa le plateau sur la table de nuit, s'assit au bout du lit. « Ah, vous voulez parler ? De quoi ? De ce que vous ressentez. » Je ris amèrement. Je ressens que j'ai échoué,
que j'ai été une mauvaise mère, que mon fils me déteste au point de vouloir effacer tout lien avec moi. Vous n'avez pas échoué. Alors pourquoi il me fait ça? Parce qu'il est manipulé, ou égoïste, ou les deux. Mais ce n'est pas votre faute. J'ai dû faire quelque chose de mal. Non, sa voix était ferme. Vous avez aimé, trop peut-être, mais aimer n'est jamais une erreur. Je le regardais, cet homme qui était là, qui me soutenait, sans me juger. Pourquoi vous êtes si gentil avec moi? Parce que je vous aime. Le silence qui suivit fut immense. Séraphin, je sais, c'est trop tôt, trop rapide, mais c'est la vérité. Je vous ai aimé à 17 ans. Je vous ai aimé pendant 40 ans sans vous voir. Et je vous aime maintenant. Les larmes coulèrent à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas que de la douleur. C'était aussi du soulagement. Je ne sais pas si je peux vous aimer comme vous le méritez, murmurai-je. Je ne vous demande rien que vous ne puissiez donner. Juste d'être là. C'est déjà énorme. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Mais pour la première fois depuis des semaines, je n'étais pas seule dans ma douleur. Dans la chambre à côté, Séraphin veillait, et je savais que si j'avais besoin de lui, il serait là. Les jours suivants furent étrangement calmes, comme après une tempête, quand tout est détruit, mais que le silence enfin revenu permet de voir les dégâts clairement. Je ne pleurais plus, c'était fini. Les larmes, l'espoir, l'attente. Mathieu avait fait son choix, un choix radical, définitif, cruel. Et moi, je devais faire le mien. Le 25 janvier, un samedi, je me réveillais avec une clarté nouvelle. Je descendis à la cuisine. Séraphin préparait du café. « Bonjour », dit-il doucement. « Oh, bonjour, vous avez bien dormi ?»« Oui, étonnamment bien. » Il me tendit une tasse, me regarda attentivement. « Vous allez mieux. »« Je crois, oui. »« Qu'est-ce qui a changé ?» Je réfléchis. J'ai compris quelque chose cette nuit. « Quoi ?» Que j'ai passé 20 ans à attendre que Mathieu m'aime, à mendier son attention, à me faire toute petite pour ne pas le déranger. Et pendant tout ce temps, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. « Quoi ? Que je mérite d'être aimée, pas parce que je suis sa mère, mais parce que je suis quelqu'un. » Séraphin posa sa tasse, me prit la main. « Vous méritez tout l'amour du monde, Colette. » Ce jour-là, je pris une décision. Je veux fermer mon appartement de Melun. Séraphin leva les yeux de son journal. « Vous êtes sûr ? » « Oui, je n'ai plus besoin d'un plan de secours. Je suis ici, avec vous, et c'est là que je veux être. » Son visage s'illumina. « Dans ce cas, on y va ensemble. Vous ne devriez pas affronter ça seul. » Le lundi 27 janvier, nous retournâmes à Melun. Séraphin m'accompagna dans l'appartement. Il regarda autour de lui. Les murs étroits, le plafond bas, le mobilier fatigué. « Vous avez vécu ici combien de temps ? » 15 ans, depuis la mort de Philippe. C'est petit, je n'avais pas besoin de plus. C'était juste moi. Il me regarda avec tristesse. « Plus maintenant. » Nous commençâmes à trier. Vêtements, livres, ustensiles de cuisine. « Qu'est-ce qu'on garde ?» demanda Séraphin. « Pas grand-chose. J'ai déjà pris l'essentiel. Le reste, je regardais autour de moi. Le reste peut partir. Vous êtes sûr ? Oui. » Nous remplîmes des cartons pour Emmaüs. Vêtements que je ne portais plus. Livres que je ne relirais jamais. Vaisselle dépareillée. Puis je tombai sur le carton du placard de l'entrée. Celui avec les photos de Mathieu. Je l'ouvris. Regardais les cadres. Mathieu enfant. Souriant, innocent. « Vous voulez les emporter ?» demanda doucement Séraphin. « Non. »« Vous voulez les jeter ?» ?»« Non plus. » Je refermai le carton, le remis dans le placard. « Je les laisse ici. Si jamais il change d'avis un jour, s'il veut les récupérer, elles seront là. Et s'il ne change jamais d'avis, alors elles resteront ici, témoins d'un passé qui n'existe plus. » Nous passâmes la journée à vider l'appartement. Vers 16 heures, tout était prêt. Je regardais une dernière fois. L'appartement vide, écho de mes pas, poussière dans la lumière de l'après-midi, 15 ans de ma vie, résumé à quelques cartons et un placard de souvenirs. « Vous avez des regrets ?» demanda Séraphin. « Non, des souvenirs, mais pas de regrets. » « C'est bien. » Le lendemain, mardi 28 janvier, je contactai le propriétaire. « Monsieur Garnier, c'est Colette Monclerc. »« Bonjour Madame Monclerc. Tout va bien ? » ?»« Oui. Je vous appelle pour vous prévenir que je quitte l'appartement. » Silence surpris. « Vous partez ? Pourquoi ? Vous avez un problème ? » ?»« Non. Aucun problème. Mais j'ai trouvé autre chose. Je vois. Vous souhaitez partir quand ? Le plus tôt possible. J'ai déjà vidé l'appartement. Eh bien, dans ce cas, fin février, ça vous laisse le temps de faire l'état des lieux. Parfait. Raccrocher me procura un sentiment étrange. Libération. Et aussi une pointe d'angoisse. Je coupais le dernier lien avec mon ancienne vie. Tout va bien ? demanda Séraphin qui m'observait depuis le salon. Oui, c'est fait. Je quitte l'appartement fin février. Il vint vers moi, me prit dans ses bras. Bienvenue vraiment à la maison, Colette. Le soir même, nous dînâmes en tête-à-tête. Séraphin avait cuisiné. Enfin, vraiment cuisiné cette fois.
pas commandé chez le traiteur, bœuf bourguignon, pommes de terre fondantes, salade. C'est délicieux, dis-je, surprise. Merci. Je suis un peu rouillée, mais ça revient. Vous cuisinez souvent? Avant, oui, quand j'espérais encore avoir quelqu'un pour qui cuisiner, puis j'ai arrêté. Ça semblait triste de cuisiner pour moi tout seul. Eh bien, maintenant vous n'êtes plus tout seul. Il sourit. Non, je ne suis plus seul. Après le dîner, nous nous installâmes au salon. Feu dans la cheminée, musique douce, Chopin, nocturne. Colette, dit Séraphin après un long silence. Oui, il y a quelque chose que je veux vous demander, mais je ne veux pas vous brusquer. Mon cœur s'accéléra. Allez-y. Il prit ma main. Vous êtes heureuse ici? Oui, vraiment? Vous ne regrettez pas d'être venue? Pas une seconde. Alors, il chercha ses mots. J'aimerais que ce ne soit plus temporaire. Comment ça? J'aimerais que vous soyez vraiment chez vous ici. Pas juste une invitée, pas juste une colocataire. Séraphin. Attendez, laissez-moi finir. Il prit une grande inspiration. Je ne vous demande pas de m'épouser. Pas encore, mais je veux que vous sachiez que je suis sérieux, que ce n'est pas juste de la compagnie pour moi. C'est vous, la femme que j'ai aimée toute ma vie. Ma gorge se serra. Je ne sais pas si je peux vous donner ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux? Un amour complet, total, sans réserve. Je ne veux que ce que vous pouvez donner. Si c'est de l'amitié, très bien. Si c'est de la tendresse, parfait. Si un jour c'est plus, alors je serai l'homme le plus heureux. Mais je ne demande rien que vous ne puissiez offrir. Je le regardais longuement. Cet homme qui m'avait sauvé, qui m'avait accueilli, qui ne demandait rien. Vous savez ce qui est étrange? Quoi? Avec Philippe, je me suis mariée parce que c'était le bon moment, la bonne chose à faire. Il était gentil, stable, et j'avais 21 ans. Il fallait que je me marie. Vous ne l'aimiez pas? Si, à ma manière, mais pas comme... Je m'arrêtais. Pas comme quoi? Pas comme je vous ai aimé. Son souffle s'arrêta. À 17 ans? Oui, et peut-être aussi maintenant. Les larmes montèrent dans ses yeux. Vraiment? Je ne sais pas encore si c'est de l'amour ou juste de la reconnaissance, de la gratitude. Mais ce que je sais, c'est que quand je suis avec vous, je me sens entière pour la première fois depuis si longtemps. Il me prit dans ses bras. Ça me suffit largement. Cette nuit-là, nous restâmes longtemps devant la cheminée, parlant, silencieux parfois, simplement présents. Vers minuit, je montais me coucher. À la porte de ma chambre, Séraphin m'arrêta. « Colette? Oui? Merci. De quoi? D'être là, d'être vous, de me donner une seconde chance. C'est moi qui vous remercie. » Le 1er février, un samedi, Séraphin me surprit. « Préparez-vous, on sort. » Où? Surprise, nous montâmes dans la Mercedes, roulâmes vers Paris, puis il prit la direction du 5e arrondissement. Mon cœur bondit. « Le Luxembourg? » Il sourit. « Oui. » Nous nous promenâmes dans le jardin. Même en hiver, il était magnifique. Arbres nus, allées désertes, silence paisible. Nous arrivâmes devant la fontaine Médicis. Le banc où nous nous asseyions à 17 ans était toujours là. « Vous vous souvenez ?» demanda Séraphin. « Comment oublier ?» Nous nous assîmes, exactement comme 43 ans plus tôt. « J'ai pensé à ce moment des milliers de fois, » dit-il. « À vous, à nous, à ce que nous aurions pu être. Et maintenant, je n'ai plus besoin de penser au passé, parce que vous êtes là, avec moi. » Il prit ma main. Colette Rousseau devenue Montclair. « Voulez-vous recommencer notre histoire ?» Recommencer? Oui, pas effacer le passé, mais construire un nouveau futur, ensemble. Je regardais nos mains entrelacées, puis son visage, ses yeux clairs pleins d'espoir. « Oui, » murmurai-je, « je veux. » Il se pencha, m'embrassa, doucement, tendrement. Un baiser qui effaça 40 ans de solitude. Un baiser qui promettait tout ce qui nous restait à vivre. Mars 2025. 2 mois s'étaient écoulés depuis mon emménagement à Saint-Cloud. La vie avait pris un rythme nouveau, paisible, presque heureux. Séraphin et moi partagions maintenant plus que la maison. Nous partagions les repas, les promenades, les soirées devant la cheminée. Et depuis ce baiser au Luxembourg, nous partagions aussi une chambre. Pas tous les soirs, pas par obligation, mais par choix, par envie d'être proche. À 61 ans, je redécouvrais ce que c'était d'être désiré, aimé, choisi. Un mardi après-midi, début mars, Séraphin rentra plus tôt que d'habitude. Il avait une expression étrange. « Tout va bien ?» demandai-je. « Oui, mais j'ai quelque chose à te dire. Depuis quelques semaines, nous nous tutoyons. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai croisé quelqu'un aujourd'hui, à Paris, devant mon bureau. Qui? Mirella. » Mon sang se glaça. « Mirella? Oui, elle m'a reconnu. Enfin, elle a reconnu la voiture. Elle s'est approchée. Qu'est-ce qu'elle voulait? Te parler. Elle m'a demandé comment te joindre. Tu lui as donné mon numéro? Non, je lui ai dit qu'elle devait passer par moi. Pourquoi elle veut me parler maintenant? » Séraphin hésita. Elle avait l'air
Différente. Différente comment? Fatiguée. Moins arrogante. Le lendemain, mercredi, Séraphin reçut un appel. Mirella. Il mit le haut-parleur pour que j'entende. Monsieur Duchamp, c'est Mirella Monclerc. Oui, j'aimerais vraiment parler à Colette, s'il vous plaît. Sa voix tremblait. Pourquoi? Demanda Séraphin froidement. C'est personnel. Tout ce qui concerne Colette me concerne. Silence. Mathieu est parti. Je me figeais. Parti où? Demanda Séraphin. Il m'a quitté, il y a 3 semaines. Je pris le téléphone des mains de Séraphin. Mirella, c'est moi, Colette. Sa voix se brisa. Pardon, je suis désolée, tellement désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a quitté pour une autre, une collègue, plus jeune, 28 ans. Le karma. Et il est où maintenant? À Bordeaux, avec elle. Il a pris la mutation, mais sans moi. Il t'a laissé? Oui. Comme on vous a laissé? Silence. Il a dit que j'étais trop contrôlante, trop exigeante, que je l'étouffais. Les mêmes mots qu'elle avait utilisés pour moi. Et tu m'appelles pourquoi, Mirella? Parce que elle pleurait maintenant. Parce que j'ai compris ce que je vous ai fait, ce que nous vous avons fait. Tu as compris quoi exactement? Que j'ai détruit votre relation avec votre fils, par jalousie, parce que je ne supportais pas qu'il vous aime, qu'il ait quelqu'un d'autre que moi dans sa vie. Je m'assis, le téléphone contre mon oreille. Continue. Je lui ai dit que vous étiez toxique, que vous le manipuliez, que vous vouliez le garder pour vous. J'ai menti. Sur tellement de choses. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il vous choisisse, qu'il me quitte pour vous. Alors je l'ai éloigné de vous, petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne vous voie plus que par mes yeux. Mon cœur battait fort. Et lui, il t'a écouté? Oui, parce qu'il était faible, parce qu'il préférait avoir la paix, parce que c'était plus facile de vous abandonner que de me tenir tête. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux, Mirella? Votre pardon. Je ris, un rire sans joie. Mon pardon? Je sais que je ne le mérite pas, mais je suis seule maintenant, comme vous l'étiez, et je comprends la douleur. Tu veux que je te plaigne? Non, je veux juste que vous sachiez la vérité, que ce n'était pas votre faute, que vous avez été une bonne mère, que Mathieu vous aimait, avant que je détruise ça. Je regardais Séraphin. Il me tenait la main. Merci pour la vérité, Mirella. Vous me pardonnez? Je réfléchis longtemps. Non, pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Tu m'as volé mon fils. Tu m'as humilié, abandonné. Je sais, mais je ne te souhaite pas de mal. La vie s'est déjà chargée de ça. Oui. Au revoir, Mirella. Je raccrochais. Séraphin me prit dans ses bras. Ça va? Oui. Étrangement? Oui. Tu ne veux pas rappeler Mathieu? Lui dire que tu sais? Non. Pourquoi? Parce qu'il a fait son choix. Même manipulé, il a choisi. Il m'a abandonné. Il m'a déshérité. Il a coupé tous les liens. Et si c'était différent maintenant? Si Mirella mentait moins? Peut-être. Mais c'est à lui de faire le premier pas. Pas à moi. Les semaines passèrent. Mathieu n'appela jamais. Mirella non plus. En avril, Séraphin me proposa quelque chose. Marions-nous. Quoi? Marions-nous. Pas une grande cérémonie. Juste nous deux. La mairie. Quelques témoins. Tu es sérieux? Très sérieux. Je veux que tu sois ma femme. Officiellement. Séraphin, tu n'es pas obligé de dire oui. Mais réfléchis-y. Je réfléchis. À cette vie nouvelle. À cet homme qui m'aimait sans condition. À ce fils qui ne reviendrait peut-être jamais. Et je compris. Je ne pouvais pas attendre éternellement. Je méritais d'être heureuse. Maintenant. Oui, dis-je un matin de mai. Je veux t'épouser. Son visage s'illumina comme celui d'un enfant. Vraiment? Vraiment. Nous nous mariâmes le 15 juin 2025. Mairie de Saint-Cloud. Robe simple beige. Costume gris. 2 témoins. Des collègues de Séraphin. Pas de famille. Juste nous deux. Et c'était parfait. Ce soir-là, dans le jardin de notre maison, Séraphin me prit la main. Heureuse, Madame Duchamp? Très heureuse, Monsieur Duchamp. Regret? Aucun. Et c'était vrai. Mathieu m'avait abandonné. Mirella m'avait trahi. Mais la vie m'avait rendu Séraphin. Et avec lui, une seconde chance d'être aimée. Elle m'avait traité de folle. Des années plus tard, elle avait connu le même regard vide, la même solitude qu'elle m'avait infligée. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Décembre 2025. 1 an exactement depuis ce matin glacial où Mirella m'avait abandonnée à la gare de Fontainebleau. 1 an depuis que ma vie s'était effondrée et reconstruite. Je me tenais devant la fenêtre du salon, regardant le jardin couvert de givre. Séraphin s'approcha par derrière, m'entoura de ses bras. À quoi penses-tu? À tout ce qui s'est passé. Des regrets? Non, de la gratitude. Il m'embrassa sur la tempe. Moi aussi. 6 mois s'étaient écoulés depuis notre mariage. 6 mois de bonheur tranquille. Nous avions voyagé. Rome en juillet, Lisbonne en septembre. De courtes escapades, juste nous deux. Séraphin avait réduit ses heures de travail.
À 60 ans, il est temps de profiter, disait-il. Nous cuisinions ensemble, nous lisions, nous nous promenions dans le parc de Saint-Cloud. Des gestes simples, une vie simple, mais remplie. Mon téléphone n'avait jamais sonné. Mathieu n'avait jamais appelé. Au début, je regardais encore l'écran, espérais. Puis, progressivement, j'avais cessé d'attendre. Je ne l'avais pas oublié. On n'oublie pas son enfant. Mais j'avais accepté. Accepté qu'il ait fait son choix. Accepté que je ne pouvais pas le forcer à m'aimer. Accepté que parfois, malgré tout l'amour donné, les gens s'en vont. Un après-midi de décembre, je reçus un message inattendu. Madame Beaumont, ma voisine de Melun. Bonjour Colette, j'espère que vous allez bien. Quelqu'un est venu à votre ancien appartement aujourd'hui. Un jeune homme. Il cherchait à vous contacter. J'ai dit que vous étiez parti sans laisser d'adresse. Était-ce la bonne chose à faire? Mon cœur s'emballa. Un jeune homme. Mathieu? Je montrai le message à Séraphin. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Tu veux savoir si c'était lui? Oui? Non? Il me prit la main. Écoute ton cœur, Colette. Je répondis à Madame Beaumont. Oui, c'était la bonne chose. Merci. Puis j'ajoutai. Vous a-t-il dit pourquoi il me cherchait? Sa réponse arriva 10 minutes plus tard. Il a dit qu'il voulait s'excuser, qu'il avait fait une erreur. Il avait l'air triste. Je posai le téléphone, regardai Séraphin. Il veut s'excuser. Et toi, tu veux l'entendre? Je ne sais pas. Une partie de moi, une partie de toi l'aime encore. Oui, c'est normal, c'est ton fils. Mais l'autre partie se souvient de la douleur. Oui, nous restâmes silencieux longtemps. Puis Séraphin dit doucement, « Tu sais ce que je pense? » « Quoi? Que tu n'as rien à prouver, ni à lui, ni à personne. Si tu veux lui parler, parle-lui. Si tu ne veux pas, n'en parle pas. Tu as le droit de choisir. Et si je regrette, alors tu changeras d'avis. Les portes ne sont jamais fermées définitivement, sauf si tu le décides. » Je réfléchis pendant des jours. Puis, le 20 décembre, je pris ma décision. J'écrivis un message à Madame Beaumont. « Si le jeune homme revient, vous pouvez lui donner ce numéro. » Je donnai mon nouveau numéro. Mais précisez-lui que c'est moi qui décide si je réponds. Mathieu n'appela pas. Peut-être qu'il n'était jamais revenu. Peut-être qu'il avait changé d'avis. Peut-être que son regret n'était pas assez fort. Et étrangement, ça ne me faisait plus aussi mal. Le 24 décembre, réveillon de Noël, Séraphin et moi dînâmes chez nous. Dinde au marron, champagne, bûches glacées. Nous échangeâmes des cadeaux. Il m'offrit une édition ancienne de Colette, mon auteur préféré. Je lui offris une montre gravée, pour tout le temps qu'il nous reste. À minuit, nous sortîmes dans le jardin. Le ciel était dégagé, plein d'étoiles. « Joyeux Noël, ma chérie !» dit Séraphin. « Joyeux Noël !» Nous nous embrassâmes sous les étoiles, et je réalisais quelque chose. J'étais heureuse, vraiment heureuse, pas malgré ce qui s'était passé, mais peut-être à cause de ça. Parce que perdre Mathieu m'avait forcé à me retrouver, à me choisir, à accepter que je méritais l'amour. « Tu sais ce qui est étrange ?» dis-je. « Quoi ?» Je pensais que perdre mon fils serait la fin de ma vie, mais c'était le début. Le début de quoi? De moi, de la vraie Colette, celle qui n'attend plus, qui ne mendie plus, qui vit. Séraphin me serra contre lui. « Je suis fière de toi. Pourquoi? Parce que tu as survécu. Plus que ça, tu as fleuri. Grâce à toi. Non, grâce à toi. Moi, je n'ai fait qu'être là. Mais c'est toi qui as fait le chemin. Aujourd'hui, je vis dans cette belle maison de Saint-Cloud, avec un homme qui m'aime pour ce que je suis. Mon fils ne fait plus partie de ma vie. Peut-être qu'un jour il reviendra. Peut-être pas. J'ai appris à vivre avec cette incertitude. Mais si mon histoire aide, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle mérite mieux que la solitude et l'abandon, à réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, alors tout cela aura eu un sens. On nous apprend à être mère, à donner sans compter, mais personne ne nous apprend à nous choisir, à dire non, à partir, à recommencer. J'avais 61 ans quand j'ai appris. Ce n'est jamais trop tard. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.